Mesdames, Messieurs, bonsoir. Convergence et complémentarité économique, c'est autour de ce thème que s'est ouvert ce matin le Forum économique Gabon-Maroc, présidé par le Premier ministre Daniel Onaondo. Reportage Ahmed Mouyaka, Francis Ngomo. Opportunité d'investissement réciproque, le Forum économique Gabon-Maroc a été marqué en ouverture par plusieurs allocutions qui ont, entre autres, fixé le cadre de cette importante rencontre placée au plus haut niveau de la coopération entre le Maroc et le Gabon. Je reste convaincu que nous abordons une nouvelle page d'un partenariat constructif et prometteur. Le cadre de coopération qui sera conclu entre nos deux confédérations devrait pouvoir répondre aux attentes respectives de l'ensemble de nos opérateurs économiques en termes de partage d'expériences, de flux commerciaux réciproques, de dynamisation du secteur privé et de croissance de nos économies. L'étroite coopération entre le Maroc et le Gabon a été voulue, dessinée et impulsée par Sa Majesté le roi Mohamed VI et par son Excellence le président Ali Bongo Ondimba. Elle repose sur un ancrage historique, une solidarité agissante et un engagement constant en faveur du développement socio-économique de nos deux pays. En ouvrant les travaux de ces assises, le Premier ministre, chef du gouvernement, le professeur Daniel Onaondo, a rappelé que ce forum économique Gabon-Maroc marque ainsi la nouvelle orientation de partenariat public-privé. Je suis particulièrement heureux de me trouver ici, à l'occasion du forum économique Gabon-Maroc, dont le thème « Convergence et complémentarité économique » s'inscrit dans le cadre de la visite de travail et d'amitié de Sa Majesté le roi Mohamed VI effectue dans notre pays. Cette visite d'amitié du travail, qui intervient un an seulement après celle de mars 2013, traduit non seulement la profondeur des liens d'amitié existants entre nos deux peuples, mais elle marque aussi la nouvelle orientation partenariale initiée par les plus hautes autorités de nos deux pays. Cette nouvelle orientation vise à hisser nos relations économiques et commerciales au niveau élevé de nos liens politiques historiques. La signature de plusieurs accords de partenariat économique constitue le point culminant de ce forum économique. Après l'ouverture officielle du forum, le Premier ministre Daniel Onaondo a visité les différents stands des opérateurs économiques gabonais et marocains. Nous retrouvons Ahmed Mouyaka et Francis Ngomo. La cérémonie d'ouverture du forum économique Gabon-Maroc a donné lieu à la visite des stands par le Premier ministre, chef du gouvernement, le professeur Daniel Onaondo. Ici, les différents opérateurs économiques et hommes d'affaires ont présenté leur secteur d'activité. C'est le cas de la société d'horticulture, d'arboriculture et d'agronomie. Nous sommes la société Horta Gabon. Nous sommes situés au niveau de la commune d'Akanda. Donc, nous produisons des fruits et légumes. Nous produisons de la banane, nous produisons de l'ananas. Et comme légumes, nous produisons de la tomate et puis du poivron. Donc, nous avons une superficie d'exploitation de 20 hectares. 20 hectares de bananes et 10 hectares d'ananas. Il y a la Société du fer gabonais qui est représentée de ce côté-là et la chaudronnerie du Gabon qui est de ce côté-là. Hein? La Société du fer gabonais, elle est spécialisée dans la transformation à froid. Elle est basée ici depuis pratiquement 12 ans. Elle est spécialisée aussi dans tout ce qui est acier pour la construction. Maintenant, si on veut savoir ce que fait la CDG, elle est basée à la zone économique spéciale de Nkok. Elle ouvrira ses portes bientôt, c'est-à-dire dans pratiquement 1 mois et demi à 2 mois. Et elle fabriquera, c'est une chaudronnerie. Hein, il faudra fondre du scrap pour en sortir du fer à béton qui sera à 100% gabonais et qui sera destiné aussi bien pour le consommateur final gabonais que pour l'export. Donc de la CDG, il y aura une exportation vers la sous-région
d'un fer à 100% gabonais. Le Forum économique Gabon-Maroc a été également une plateforme d'échange d'expériences entre les hommes d'affaires marocains et gabonais. Sa Majesté Mohamed VI et le chef de l'État Ali Bongo Ondimba ont marqué de leur présence les assises du Forum économique Gabon-Maroc, rencontre entre hommes d'affaires des deux pays, au cours de laquelle plusieurs accords ont été signés. Reportage Rabia Delphine Yari, Hervé Mangumba. Le processus de développement dans lequel s'est lancé le Gabon depuis 2009 lui commande une exploration approfondie des modèles ayant fait des preuves tant dans les pays du Nord que ceux du Sud. Aussi, dans cette recherche de bons exemples de croissance économique, le cas du Maroc apparaît-il comme celui dont le Gabon peut s'inspirer. Le Forum économique Gabon-Maroc est finalement une opportunité d'échange d'expériences entre hommes d'affaires des deux pays. Une véritable convergence et une complémentarité afin que ce partenariat pour la construction d'une Afrique forte soit agissant. La présence du numéro 1 gabonais et du roi du Maroc à ses assises démontre à suffisance leur volonté à asseoir une coopération sud-sud basée sur le partage et la solidarité. Le Maroc, ayant pris de l'avance, peut effectivement faire bénéficier le Gabon de son expérience. Déjà, les thématiques développées au cours de ce forum nous renvoient systématiquement aux piliers Gabon vert, Gabon industriel, Gabon des services. Ce qui, de facto, est profitable aux hommes d'affaires gabonais, étant donné que l'expertise marocaine est bien avérée dans les domaines de l'agriculture, de l'agro-industrie, de l'énergie, des mines, du tourisme, de l'éducation, de l'économie numérique, etc. Et c'est d'ailleurs, à juste titre, et ce, devant le regard attentif des deux hommes d'État, qu'ont été signés plusieurs accords cadrés de partenariat entre notre pays et le royaume chérifien dans les secteurs précités. Preuve qu'Ali Bongo Ondimba et Mohamed VI accordent une importance à la croissance tout azimut de nos États, car pour eux, le rêve de développement de demain peut être une réalité aujourd'hui. Hier déjà, en présence du roi Mohamed VI et du président Ali Bongo Ondimba, un important protocole d'accord a été signé entre les parties gabonaises et marocaines en vue du développement d'une filière intégrée de production d'engrais visant la valorisation des ressources naturelles. Reportage Ahmed Mouyaka, Francis Ngomo. Volonté politique partagée entre les deux dirigeants du Maroc, le roi Mohamed VI et le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba du Gabon, plus que jamais déterminé à renforcer la coopération au plan économique. Cette signature du protocole d'accord entre les parties gabonaises et marocaines vient ainsi sceller le partenariat stratégique Maroc-Gabon dans le domaine de la production des engrais adaptés pour une fertilisation raisonnée en Afrique. Sa Majesté le Roi a à plusieurs reprises exprimé la nécessité de mettre les matières premières et les richesses du continent africain en priorité au service de l'économie africaine, en faisant appel à des partenariats sud-sud comme instrument. Le président de la République lui-même a annoncé la nécessité de pouvoir transformer les matières premières gabonaises localement pour ajouter de la valeur ajoutée et les mettre au service de l'économie. Ce que nous avons proposé a une portée réellement stratégique. Il doit permettre d'utiliser les ressources naturelles des deux pays, en l'occurrence le phosphate dont le Maroc est riche et le gaz dont le Gabon est riche, qui se trouvent être les deux matières de base pour la production d'engrais, pour créer un système et une plateforme industrielle au niveau des deux pays de production d'engrais qui aura une capacité de produire 2 millions de tonnes. C'est un investissement important de plus de 2 milliards de dollars, de 2 millions de tonnes d'engrais qui devrait permettre aux deux pays de fournir des engrais pour toute la sous-région. Un bel exemple de coopération sud-sud qui vise surtout à promouvoir et consolider la croissance économique par l'obligation de transformer les matières premières sur le sol africain. Leur ambition pour l'Afrique, leur ambition pour leur pays, leur ambition également de construire un partenariat solide, solidaire, dynamique, fait que à chaque fois qu'il y a une rencontre ou une visite, il y a des choses concrètes qui se produisent. Nos deux chefs d'État sont deux chefs d'État qui sont concrets. Ils sont dans le concret. Ils sont également dans l'ambition pour leur pays et pour le continent. L'Afrique importe la majeure partie de ses besoins en engrais
et représente moins de 3% de la consommation mondiale. Cette sous-consommation d'engrais contribue à des rendements agricoles largement inférieurs aux autres régions du monde. Après le forum économique, le chef de l'État et le roi du Maroc se sont rendus à Ovendo. Les deux personnalités ont visité le site de construction de la nouvelle cimenterie du Gabon. Grâce au jeu de la concurrence, le projet de la CIMAF Gabon devrait permettre de tirer vers le bas le prix du ciment. Reportage Lambert Mpori, Barthelbois. Commune d'Ovendo, vendredi 7 mars 2013. Nous sommes au 3e jour de la visite du roi du Maroc à Libreville. Sur ce site, assurément, se construit l'un des symboles les plus marquants de la coopération gabono-marocaine, la nouvelle cimenterie du Gabon. En compagnie de son illustre hôte, le chef de l'État arrive sur les lieux. La première pierre de la filiale gabonaise des Ciments d'Afrique a été posée ici, le 13 juin 2013. Le projet, sa première phase est maintenant terminée du renforcement du sol et l'aménagement du terrain. Et donc aujourd'hui, il y a la phase montage qui va démarrer pour que le projet en général, il prend 18 mois. Donc les premiers travaux de terrassement de pieux sont terminés. Donc là, on va passer à la phase montage pour que nous puissions, dans 12 mois, commencer la production. De capitaux marocains, la nouvelle unité de production du ciment poursuit son œuvre de construction. Aujourd'hui, au plus près du projet, le président Ali Bongo Ondimba et le roi du Maroc s'en rendent compte, évidemment. C'est quelle superficie maintenant, tout ce que vous avez fait? Alors la superficie de l'ensemble, ce qui est construit et non construit. 5 hectares de terrain. Le terrain, c'est 5 hectares. 5 hectares. Et est-ce que comme celle d'Abidjan, vous pouvez l'agrandir par la suite? C'est prévu, vous avez l'endroit. Alors on a laissé là, si vous voyez. C'est ça que vous allez rajouter en principe. Rajouter cette ligne là. Toute cette ligne là où il y a l'atelier de broyage, le silo. Et un deuxième broyeur. Pour donner la capacité. Tout de suite passer ailleurs et les silos, on va les autres. Voilà, et 15 hôtels de petits ateliers qui préparent, c'est ce qu'on appelle les dosages, pour pouvoir alimenter le broyeur. Donc c'est de 3, 4, 5 qu'on peut augmenter pour dédoubler la capacité. Du rêve de la maquette à la réalité du projet, comme un symbole ici se dressent ces deux personnages, Mohamed VI et Ali Bongo Ondimba. Symbole de la volonté de la foi en cet investissement commun, maillon essentiel de la mise en œuvre du processus Gabon émergent. Aujourd'hui encore, en cette journée particulière, Gabonais et Marocains de la CIMAF réitèrent leur soutien en cœur, en direction du roi et du Ali Bongo. C'était un commentaire donc de Bienvenue Micro de la presse présidentielle. En marge des activités officielles de Sa Majesté Mohamed VI au Gabon, le roi du Maroc et le président Ali Bongo Ondimba sont allés accomplir la grande prière du vendredi à la mosquée Hassan II. Reportage Ali Radjoumba, Armand Moupende. Madère des musulmans, le président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba et Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc, se sont rendus à la grande mosquée Hassan II de Libreville pour accomplir la prière du vendredi en présence de plusieurs fidèles musulmans. Lors de son serment, le grand imam de Libreville, Ismaël Seni Ossa, a rappelé les principes fondamentaux de l'islam basés sur le Coran et la tradition prophétique. L'imam Ismaël Seni Ossa a également abordé la notion de la fraternité en islam qui caractérise la communauté musulmane. À la fin de son serment, l'imam a imploré le tout-puissant Allah d'accorder soutien et assistance à Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc, et au président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba. L'imam a aussi demandé à Allah de les préserver en tant que source de bienfaits pour leurs peuples respectifs. À l'issue de la grande prière du vendredi, Sa Majesté Mohamed VI a offert plusieurs exemplaires du noble Coran au profit de la communauté musulmane du Gabon. Ces exemplaires, édités par la fondation qui porte son nom, seront distribués dans les différentes mosquées.
En quittant la mosquée Hassan II de Libreville, Sa Majesté Mohamed VI et le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, ont été salués par un attroupement de fidèles musulmans qui ont assisté à la grande prière du vendredi. Après donc la grande prière du vendredi, le Premier ministre, chef du gouvernement Daniel Onaondo a été reçu par le roi du Maroc. Reportage Hervé Mangumba, bienvenue Miko. Merci. Dans son agenda de travail ce matin, le roi du Maroc a bien prévu cet entretien, en tête-à-tête avec le professeur Daniel Onaondo. Entretenu avec le président directeur général du groupe Eramet. Au menu de l'échange d'activités du groupe au Gabon. Reportage Igor Ovunza, Ali Radjoumba. Président directeur général du groupe Eramet, Patrick Buffet a profité de cet échange avec le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, pour faire un tour d'horizon complet des activités menées par le groupe Eramet au Gabon. Il a aussi saisi cette opportunité pour lui annoncer l'ouverture très prochaine du complexe métallurgique de Mwanda. Nous avons pu, comme c'est l'habitude, faire le point sur l'évolution de différents grands projets que nous avons au Gabon. Vous savez que le complexe métallurgique de Mwanda, qui représente un investissement très très important, va maintenant rentrer en fonctionnement dans le courant de l'année. D'abord l'usine de silico-manganèse, ensuite l'usine de manganèse métal. Nous avons le projet et la réalisation d'une école des mines et de la métallurgie à Mwanda. J'ai également indiqué à son Excellence le Président de la République qu'un siège social, un nouveau siège social pour la Comilogue serait construit en 2015 à Mwanda. L'échange entre le président directeur général du groupe Eramet et le président de la République Ali Bongo Ondimba s'est déroulé dans une atmosphère de confiance. Patrick Buffet a également annoncé les ambitions du groupe pour participer au développement du Gabon. Richard Auguste Onouvier, c'est le nouveau vice-premier président de l'Assemblée nationale. Le député de la commune de Lambaréné a été élu au cours d'une séance plénière dont les travaux ont été présidés par le patron de l'institution, M. Guizouba Ndama. Reportage Hilda Flore Odembe, Amédée Mavungu. Conformément au règlement de la première chambre du Parlement, le président de l'Assemblée nationale, M. Guizouba Ndama, a présidé la séance plénière consacrée à la présentation des députés faisant leur entrée à l'Assemblée nationale, suivie de l'élection au poste vacant du bureau et enfin l'examen et l'adoption de la proposition de loi portant orientation de la politique de prise en charge de la protection des malades mentaux en République gabonaise. On notera parmi les nouveaux dans cet hémicycle du Palais Léomba la présence de Julien Kogebekale, député de Ntoum, Nka Landry, député de Franceville, Djami Jacques, député de Bongoville, Tali Nicolas, député de Mounana, l'honorable Ntuntum Robert, député du premier siège de Njolé, Ngouvé Nicolas, député du canton Nien. S'agissant de l'élection proprement dite, c'est à l'honorable Emmanuel Laté, vice-président du groupe parlementaire PDG, qu'est revenue la charge de proposer aux 3 postes les candidatures de l'honorable Estelle Fleur Angangou, qui occupe désormais le poste de 5e secrétaire de bureau, l'honorable Marcelin V. Eban, élu 6e vice-président de l'Assemblée nationale, et l'honorable Richard Auguste Onouvier a été plébiscité par ses collègues au poste de premier vice-président de la première chambre du Parlement. Voici son sentiment. Merci à mes collègues députés qui m'ont élu, mais merci aussi à mon parti qui, à travers le groupe parlementaire, a proposé ma candidature. Quand je dis merci aux élus, bien évidemment, c'est merci au premier d'entre nous, de nos collègues, c'est-à-dire le président de l'institution, le président Guizouba Ndama. Et merci au parti, merci au premier des membres du parti, c'est-à-dire notre distingué camarade président du Parti démocratique gabonais, le distingué camarade Ali Bongo Ondimba. Donc c'est un sentiment de reconnaissance. Travailler en collaboration avec le président, cela va de soi. Nous travaillons sous sa responsabilité
Et je crois que s'il y a quelque chose à lui donner en retour de cette reconnaissance, c'est la loyauté, c'est-à-dire le respect de faire en sorte que le travail qu'il va bien vouloir donner à l'un de ses vice-présidents soit à la hauteur de ses attentes. Par ailleurs, le président de l'Assemblée nationale a invité les promus à participer pleinement au rayonnement de l'institution. La cerise sur le gâteau aura été le vote de la proposition de loi portant orientation de la politique de prise en charge et de la protection des malades mentaux en République gabonaise. Loi initiée par l'honorable Gabriel Malonga-Mouélé. Réunion du bureau et conférence des présidents ce matin au palais Omar Bongo Ondimba, siège du Sénat. Présidé par le président du Sénat, Rose-Francine Rogombe, les deux réunions étaient axées sur le programme des travaux législatifs de la première session ordinaire 2014. Reportage d'Hiroge Lendira, texte Akigasam. Plusieurs points à l'ordre du jour de la réunion du bureau et de la conférence des présidents au Sénat, dont les plus importants étaient l'adoption du compte rendu de la conférence des présidents du mardi 12 novembre 2013, la communication des décisions de la précédente réunion du bureau et les textes législatifs inscrits à l'ordre du jour. Au cours de cette réunion du bureau, plusieurs décisions, recommandations et points d'information ont été débattus, notamment l'envoi des rapports faisant état de la présence d'amiante dans plusieurs édifices publics qui devraient être adressés au gouvernement pour dénoncer l'insuffisance des réponses données au cours des auditions au Sénat des autorités administratives compétentes à la matière. Le bureau du Sénat a également rappelé la nécessité de voir le règlement du Sénat en ce qui concerne la participation des sénateurs aux travaux en commission appliquée rigoureusement et a fait le point de la mise en place d'une mission d'enquête avec experts afin de s'acquérir de l'exploitation du gisement d'or de Bakoudou dans la province du Haut-Ogooué. En ouvrant la séance de la conférence des présidents, en présence de Mme Denise Mekam, ministre chargée des relations avec les institutions constitutionnelles représentant le gouvernement, Mme Rose-Francine Rogombe a félicité le membre du gouvernement suite à sa récente nomination. Les vénérables sénateurs ont ensuite poursuivi les travaux en adoptant l'ordre du jour et le compte rendu de la conférence des présidents du 12 novembre dernier. S'agissant des textes législatifs inscrits à l'ordre du jour, les sénateurs ont passé en revue les différents projets et propositions de loi, notamment la proposition de loi portant orientation de la politique de prise en charge et de protection des malades mentaux au Gabon. La conférence des présidents reviendra également sur les sujets préoccupants au niveau du Sénat, entre autres sujets, les questions sur la nécessité du gouvernement de veiller à l'application des textes de loi votés et de la mise en place de deux observatoires, un pour le pacte social, un observatoire qui permettra d'évaluer et de vérifier l'action du gouvernement, et l'autre sur la décentralisation. Avant de quitter le palais Omar Bongo Ondimba, le ministre Denise Mekam s'adressera à la conférence des présidents en exprimant sa satisfaction de prendre part à sa première conférence des présidents au Sénat et dira sa disponibilité de travailler avec la haute chambre. L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 14 h. Les violences économiques en milieu familial, c'est le thème choisi cette année par les Nations Unies pour célébrer la Journée internationale de la femme qui aura lieu demain. La ministre gabonaise de la Prévoyance sociale et de la Solidarité nationale, Brigitte Mba-Anguillet, qui s'occupe de tout ce qui est lié à la femme dans notre pays, s'est prononcée sur la journée du 8 mars au micro de Lolita Obono. Le Gabon, depuis l'année dernière, s'est donné comme objectif de sensibiliser de manière intensive sur les violences à l'égard des femmes et des filles, en clamant tout haut, brisons le silence. Car, en dépit des avancées significatives réalisées en matière de protection des droits des femmes, et malgré toutes les activités de sensibilisation menées depuis des années par la société civile et le gouvernement de la République, on relève toujours une forte recrudescence d'actes de violence à l'égard de celles-ci et des enfants. Ces violences constituent une menace pour notre société. Elles sont de plusieurs formes et touchent les femmes de tous âges, issues de tous les milieux, de toutes les origines et de toutes les conditions socio-économiques. Elles comprennent la violence psychologique, morale, mais aussi sexuelle et économique. C'est au regard de ce qui précède que le ministère dont j'ai la charge a retenu pour ce 8 mars
comme thème national pour la Journée internationale de la femme, les violences économiques en milieu familial. La problématique des violences économiques demeure une question préoccupante. Aussi, élaborer et mettre en œuvre des stratégies qui visent à lutter contre les inégalités, l'exclusion sociale et la pauvreté, telles que l'a décliné récemment le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, c'est aussi tenir compte de toutes les violences vécues par nos concitoyens. Conscient que les violences à l'égard des femmes et des filles posent un réel problème social, le secrétaire général de l'ONU, M. Ban Ki-moon, a déclaré, je cite, « Il y a une vérité universelle, applicable à tous les pays, cultures et communautés. La violence à l'égard des femmes n'est jamais acceptable, jamais excusable, jamais tolérable. » À la fin du journal, vous suivrez l'intégralité du discours du ministre Brigitte Mba-Anguilé. Femmes toutes égales face à l'outil informatique, c'est le thème qu'a choisi l'ANEF, l'Agence nationale des infrastructures numériques et des fréquences, pour célébrer la Journée internationale de la femme. Un reportage de Jean-Augustin Ziengui et de Félix Moudi-Bangoui. La communauté internationale célèbre la femme chaque 8 mars de l'année, moment au cours duquel l'on se penche particulièrement sur les injustices qui frappent les femmes. En marge de cette journée, l'Agence nationale des infrastructures numériques et des fréquences, ANINF, célèbre la femme en initiant une formation sur l'utilisation de l'outil informatique à l'intention de 50 femmes issues des associations féminines de Libreville. Il m'est particulièrement agréable et un honneur en tant que femme d'ouvrir par ce discours la formation qui va vous être dispensée à l'occasion de la Journée internationale dédiée à la gente féminine. Ce plaisir est consolidé par le thème que vous avez choisi pour la circonstance, à savoir « Femmes toutes égales face à l'outil informatique ». Mesdames et messieurs, nul n'est sans ignorer que la femme porte et donne la vie. De ce fait, elle est l'élément précieux et incontestablement nécessaire pour notre économie. Cette économie dont le développement passe inéluctablement par la maîtrise et la vulgarisation des technologies de l'information et de la communication, avec pour préalable la formation de toutes les couches de la population. L'ANEF, à travers son directeur général, reste convaincue que l'utilisation massive de l'outil informatique permettra sans nul doute d'asseoir le projet de société de M. le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, dans le cadre de son projet d'atteindre l'émergence de l'économie numérique en 2016. Comme vous le savez, le 8 mars de chaque année est la date retenue pour la célébration de la Journée internationale de la femme. Et la NINF, qui ne cesse d'investir dans le renforcement des capacités pour l'amélioration de la performance de ces femmes, n'a pas une fois de plus dérogé à la règle. Mesdames et messieurs, même si notre mission première est l'informatisation de l'administration, les femmes de la NINF, à travers cette initiative originale, ont voulu partager leur joie avec d'autres femmes en leur offrant ce qu'elles savent faire le mieux, c'est-à-dire l'utilisation de l'outil informatique. La formation gratuite que vous allez recevoir ce jour constitue la manifestation de la marche affirmée de l'encadrement pédagogique des femmes vivement souhaitée par la Première Dame, Madame Sylvia Bongo Ondimba. Mesdames et messieurs, je ne saurais clore mon propos sans remercier Monsieur le Directeur Général qui a toujours placé sa confiance aux femmes de l'ANEF, en appréciant à leur juste valeur les efforts qu'elles fournissent pour l'éclosion de notre agence. C'est aussi le lieu pour moi d'exprimer, au nom de Monsieur le Directeur Général, mes sincères remerciements au ministre de la Prévoyance sociale et de la Solidarité nationale et à la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour leur franche collaboration dans l'organisation de cette formation. Au président des associations de femmes, je vous souhaite, au nom de Monsieur le Directeur Général et au nom de toutes les femmes de la NINF, une cordiale bienvenue. Cette formation qui devrait permettre de renforcer leurs capacités et améliorer également leurs performances se tiendra sous forme de 3 séances et au terme de celle-ci, les femmes recevront des attestations de participation.
Suite à la décision du chef de l'État Ali Bongo Ondimba de suspendre les fonds communs au sein des régies financières, les syndicats des douanes, des impôts et du trésor public étaient réunis en assemblée générale ce matin. Compte rendu, Léa Bifane, Jean-Pierre Moussouami. Ils font fusion pour une même cause, l'harmonisation des fonds communs. Le syndicat des douanes, des impôts et celui du trésor ont mobilisé leurs troupes à la faveur de la situation de crise qui prévaut au sein de ces régies financières. Aujourd'hui pour un seul ou une seule revendication. Nous allons unir toutes nos forces, non plus pour les divers cahiers de charges, mais pour le fonds commun. Rien que le fonds commun, c'est ça même. Hier encore, on était hésitant. On a voulu faire la part de choses. Peut-être qu'on a voulu être gentil avec le gouvernement. Mais je crois que, comme disait la camarade, l'heure est grave. Nous n'avons rien contre nos frères fonctionnaires. Nous sommes pour que tout le monde soit à l'aise. Mais ce n'est pas en applaudissant certains que la solution sera trouvée. La difficulté d'avaler la pilule amère du changement est là, malgré l'effectivité de l'harmonisation des fonds communs connus par tous ici. Ces syndicats estiment que ce nouveau barème de paiement des FC ne répond pas à leurs aspirations. Même pas ça, fonds commun. Lorsqu'on vous retire, parce qu'on joue avec les mots au départ, on nous parlait de suspension. Nous, aujourd'hui, nous avons la confirmation, nous appelons cela la suppression. Parce que dans aucun gouvernement du monde, une décision telle ne pourrait passer. On ne peut pas retirer à des agents, de surcroît, des collecteurs d'impôts, 90% de leurs émoluments. Mais vous pensez que les autres traitements, nous allons les assumer comment? Avec quoi? Nous allons maintenir une pression, par exemple celle que nous avons énoncée aujourd'hui. En douane, par exemple, nous avons décidé de tout fermer, de ne même plus faire de service minimum jusqu'à ce que l'on nous rétablisse dans nos droits. La flamme est donc allumée pour une grève plus amplifiée. Ce regroupement des syndicats engage ainsi un bras de fer avec le gouvernement. Face justement au mouvement d'humeur dans certaines régies financières relatives à la suspension des fonds communs, réaction du ministre du Budget et des Comptes publics, Christian Magnagna, est au micro de Jérim Bougou Biligou. Avant la réforme décidée par le président de la République, chef de l'État, les fonds communs ne concernaient officiellement que 9 389 agents de l'État. Avec la réforme, et dans le souci de tenir compte du plus grand nombre, dans une même volonté de justice et d'équité, le nombre d'agents publics concernés, y compris la main-d'œuvre non permanente, est de 30 356. Les efforts d'assainissement des finances publiques, engagés par le président de la République, chef de l'État, et qui ont été diversement interprétés et volontairement déformés, permettent aujourd'hui de réaliser des économies substantielles tout en contribuant à augmenter les revenus des agents du service public. S'agissant des fonds communs, nous sommes ainsi passés d'une enveloppe globale de 212 milliards de francs CFA au 31 décembre 2013 pour 9 389 agents à un plafond de 100 milliards de francs CFA pour toute l'année 2014 et pour 30 356 agents. Pour réaliser ces économies et étendre le bénéfice au plus grand nombre, il a été décidé de supprimer les perceptions multiples et injustifiées, de supprimer la perception par des agents qui soit n'étaient plus en service, soit avaient été appelés à d'autres fonctions, ou plus grave encore, avaient été appelés à faire valoir leur droit à la retraite. Les économies ont également été réalisées sur les ressources utilisées en dehors de toute prescription réglementaire à des fins d'investissement ou de fonctionnement. En définitive, par l'effet de cette réforme, ce sont plus de 20 000 agents du service public qui vont désormais bénéficier des primes d'incitation à la performance, à côté de ceux qui en bénéficiaient déjà à divers titres,
tels que les enseignants, les magistrats, les agents des forces de sécurité et de défense, les médecins et personnels hospitaliers. Pour mettre un terme à l'illégalité, à l'injustice, à l'iniquité et aux dérives antérieures, l'ensemble des mesures ci-dessus annoncées feront l'objet d'un décret instituant la prime d'incitation à la performance au profit des agents publics qui sera pris le lundi 10 mars 2014. Ce décret qui fixera le champ d'application de la présente réforme précisera également la spécificité des régies financières dont la performance et la technicité devront être reconnues et valorisées. En considération de tout ce qui précède, plus rien ne justifie la poursuite d'un arrêt de travail intempestif au sein des régies financières. J'exhorte par conséquent tous les agents en service dans les régies financières à reprendre le travail dès le lundi 10 mars 2014 à 7h30. Je vous remercie. Le président de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que la réunion de la séance plénière relative à la déclaration de politique générale de M. le Premier ministre, chef du gouvernement, aura lieu le lundi 10 mars à 14h dans l'hémicycle du Palais Léomba. À cet effet, la présence des honorables députés est vivement souhaitée. Signature ce matin à Libreville d'un protocole d'accord entre l'Union africaine des transporteurs publics et la Sogatra, la société gabonaise de transport. Le point avec Filika Biyongo Kombila et Michel John Boudéan. L'annonce de la démission de M. Jacques Adiayono, le PDG prend acte de cette décision. Mais il tient à rappeler que depuis août 2009, date de l'élection présidentielle anticipée, M. Jacques Adiayono n'était plus aux côtés du Parti démocratique gabonais lors des combats politiques et activités majeures du parti. En 2009, il n'a pas soutenu le candidat investi par le Parti démocratique gabonais Ali Bongo Ondimba et victorieux au terme de la dite élection. En 2011, il n'a pas soutenu les candidats du parti aux législatives. En avril 2013, il n'a pas pris part au congrès ordinaire. En décembre 2013, il n'était pas aux côtés des listes PDG aux élections locales. Cette annonce a le mérite de souligner que le PDG est un parti réellement démocratique, on y adhère librement et on en sort librement. La rupture des bancs de M. Jacques Adiayono avec le PDG est constatée depuis 2009. Nul n'est dupe à ce sujet. Il ne doit donc pas déformer les faits ou s'inventer des alibis aujourd'hui. Depuis 2009, grâce à l'action du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, le Gabon est le pays de la CAC et de la CEMAC le plus stable économiquement et politiquement. Les agences de notation internationale l'attestent. Depuis 2009, les Gabonais constatent que le chef de l'État a engagé le pays dans une série d'investissements structurants. Ceux-ci vont à terme améliorer les conditions de vie des Gabonais. Le pacte social viendra démontrer le lien d'association que le chef de l'État Ali Bongo Ondimba veut établir entre les fruits de la croissance et la réduction des inégalités au Gabon. Je vous remercie. Signature ce matin à Libreville pour l'Union africaine transport public et la Sogatra, la société gabonaise de transport. Le point avec Filika Biyongo Kombila et Michel John Boudéan. La société gabonaise de transport et l'Union africaine des transports publics s'engagent dans un partenariat. Cette signature est la concrétisation d'un processus débuté il y a quelques semaines à Abidjan en Côte d'Ivoire. Nous, de notre part, en tant que UATP, nous croyons à la réussite de la Sogatra parce que nous fondons un espoir sur le développement du transport public. Parce que s'il n'y a pas de transport public dans une ville, il n'y a pas d'économie dans cette ville. Toute l'économie urbaine est aujourd'hui fondée partout sur les transports publics.
Confronté depuis quelques années à d'importantes difficultés tant financières qu'opérationnelles et dans le souci permanent d'améliorer l'offre de transport public au Gabon, le gouvernement de la République a décidé en novembre 2011 de procéder à sa restructuration. Confucius disait « Entre le passé, où sont nos souvenirs, et le futur, où sont nos espoirs ou nos espérances, il y a le présent, où sont nos devoirs. » Nous savons d'où vient Sogatra, c'est du passé. Aujourd'hui, nous avons un devoir, et ce devoir se fait dès aujourd'hui. Il faut restructurer la Sogatra et nous n'attendrons pas demain pour le faire. La vision des autorités de la République est de faire de la Société gabonaise de transport public un pilier du Gabon des services, dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique Gabon émergent. En 2009, la Sogatra était prête à fermer boutique. Heureusement pour cette entreprise, dans le projet de société du président de la République, le transport faisait partie du Gabon des services. Et je crois qu'il y a une volonté politique du chef de l'État et de son gouvernement de nous accompagner à être au service des populations, surtout les populations les plus démunies. À travers ce protocole d'accord, l'univers du transport public au Gabon vient donc de prendre un nouveau tournant, en vue de bénéficier d'une expertise et d'une expérience avérée auprès de l'Union africaine des transports publics. La structure, créée le 15 novembre 2002 à Lomé au Togo, compte à ce jour plus d'une 50aine de membres et notre pays en fait partie. Quelques heures avant la signature de l'accord, le secrétaire de l'Union africaine des transports publics, le secrétaire général du ministère des Transports et le directeur général de la Sogatra ont inauguré les nouveaux locaux de l'agence du PK8. Reportage Philika Biongo-Kombila, Michel John Boudéan. La société gabonaise de transport public, Sogatra, possède désormais des locaux modernes implantés au cœur du quartier PK8 de Libreville. Nous avons en réalité deux bâtiments. À l'entrée, vous avez deux box, et à l'intérieur de ces box, vous allez avoir des caissières qui sont chargées effectivement de vendre les tickets. Lorsque vous avez fini de payer vos tickets en entrant, vous avez là à l'intérieur une salle d'attente. La nouvelle agence Sogatra est dotée d'une balance. On ne voyagera plus à Sogatra avec n'importe quel bagage. L'entreprise qui autrefois partageait l'espace avec un opérateur économique est résolument engagée dans un processus de modernisation et l'ancien emplacement n'est plus qu'un souvenir. Hier, nous étions dans un conteneur. Aujourd'hui, nous sommes dans un local beaucoup plus confortable. Maintenant, à mes collaborateurs, je leur dirais simplement de garder jalousement ce matériel didactique qui est mis gracieusement à votre disposition et également ces locaux modernes pour lesquels je vous demande d'en faire bon usage. Après la remise des clés du nouvel édifice au directeur général de la Sogatra et la coupure du ruban par le secrétaire général du ministère des Transports, la visite des locaux pouvait alors commencer. L'implantation d'une agence Sogatra dans la zone PK8 est un soulagement pour les populations en termes de coûts et de sécurité. Dotée de 45 millions de francs CFA d'investissement annuel et privé de subventions de l'État, l'Agence nationale de promotion artistique et culturelle a besoin de 900 millions pour remplir ses missions. C'est ce qui ressort de la visite effectuée par la ministre de la Culture, Ida Reteno-Asonoué, à l'AMPAC, c'était ce matin. Reportage Edgar Ndjembi Dukaga, Victor Mundunga. Et c'est inhabituel. Signe d'une bonne humeur, mais très vite écourté par la visite des structures de l'Agence nationale de promotion artistique et culturelle. Au manque des moyens roulants s'ajoute l'insuffisance des mobiliers, des équipements informatiques et des moyens financiers. L'agence, dont la procédure de réforme est arrivée à terme depuis le mois de décembre 2012, ne bénéficie aujourd'hui ni d'une subvention comme c'est le cas
des établissements de même nature qu'elle, ni d'un budget d'investissement. Elle est traitée comme une simple direction générale d'administration centrale et la seule dotation sous forme de budget de fonctionnement dont elle bénéficie ne lui permet malheureusement pas de couvrir l'intégralité même des dépenses de fonctionnement. Pour la ministre de la Culture, les solutions viendraient d'un sens d'inventivité. Ce que j'attends de mes collaborateurs, au-delà de arguer qu'on n'a pas de moyens financiers, c'est déjà de définir proprement leur mission. Définir leur mission, mettre dans le cadre de termes de référence les difficultés auxquelles ils sont confrontés pour pouvoir accomplir ces missions, mettre de façon claire les retombées inhérentes à leur mission dans le cadre de la lutte contre la précarité et dans le cadre de la promotion de la culture et des arts. Et par la suite, nous allons, nous ministres, moi chef de département ministériel, engager une série de démarches, tout azimut avec des partenaires au développement, pour faire en sorte que nous puissions avoir un accompagnement et résoudre petit à petit, au plus vite, pourquoi pas, les problèmes qui sont les nôtres. L'agence de promotion artistique et culturelle, première agence publique au Gabon, a besoin de 900 millions de francs CFA d'investissement pour exécuter des missions que l'État voudrait rentables. Elle ne dispose à ce jour que de 45 petits millions de francs CFA. La ministre de la Culture, Idari Tene-Assenoué, s'est également rendue dans les locaux du Bureau gabonais des droits d'auteur et du Conservatoire national de musique, deux structures dont la situation matérielle et financière nécessite des solutions urgentes. Nous retrouvons Edgar Djebi-Lukaga et Victor Mundunga. Deuxième étape de cette visite des structures sous tutelle effectuée par Idari Tene-Assenoué, la ministre de la Culture, le Bureau gabonais des droits d'auteur et le Conservatoire national de musique. Deux structures où les œuvres sont mal conservées ou dégradées en raison de l'étroitesse des budgets, largement évoqué lors de ce tour de table. Il faut, comme toute société nouvellement créée, un budget disponible, de la ressource humaine formée, un siège adéquat pour abriter les 4 directions qui s'y trouvent, ainsi que l'agence comptable qui doit être mise en place. Rejetant la thèse d'un département culturel pauvre et précaire, la ministre de la Culture s'est montrée optimiste, s'appuyant sur les efforts de l'État et des partenaires. Monsieur le directeur général, vous mettrez en place, tout à fait cessant, un groupe ad hoc de travail pour rédiger les termes de référence qui pourront exprimer clairement nos besoins, de façon éloquente, de façon persuasive, pour faire en sorte que moi, Fortez, je puisse présenter ces termes de référence aux partenaires au développement et que nos besoins, les besoins des artistes, soient pris en compte sous tous les angles, sous les angles de la structure, sous les angles de la formation, sous les angles de... que nous nous inspirions de la mutualisation qui se passe dans certains pays même d'Afrique. Après cette importante séance de travail, le ministre gabonais de la Culture, des Arts et de l'Éducation civique a donc visité les structures qui abritent le Bureau gabonais des droits d'auteur, mais aussi le Conservatoire de musique, deux structures privées de tout équipement, par exemple le C-piano du Conservatoire de musique, qui ne marche pas. Ici au siège du Bugada, Edgar Djebi-Lukaga et Victor Mundunga. Avant de boucler le journal, nous vous proposons en page magazine le groupe Kassav qui se produit en concert demain au Jardin botanique de Libreville. Yves Mitumba s'entretient avec Jacob Desvarieux et Jocelyne Béroir. Yves, bonsoir. Yves, c'est à vous. Merci Blandine. Comme annoncé, nous recevons en page magazine le groupe Kassav, représenté sur ce plateau par Jocelyne Béroir. Bonsoir. Bonsoir. Mais également Jacob Desvarieux. Bonsoir. Bonsoir. Jocelyne, après les années 80, dernières années de votre présence ici sur le sol gabonais,
Comment est-ce que vous retrouvez le pays changeant? Je ne peux pas encore dire si je trouve un changement ou pas, puisque je viens de débarquer, je viens juste de débarquer en fin d'après-midi, et je suis venue tout de suite vous voir. D'accord. Mais je pense que comme dans tous les pays, il y a plein de choses qui ont évolué. Je veux dire, il y a de nouvelles routes sans doute, de nouvelles maisons. D'accord. C'est pas le cas de Jacob, qui est très souvent revenu? Oui, c'est vrai. On travaille beaucoup avec Patience Dabani notamment, avec les artistes gabonais, donc je suis venu assez souvent et j'ai vu évoluer les choses et je sens que ça va évoluer encore plus dans les temps qui viennent. D'accord. Alors, une promo de 3 semaines, c'est le cas pour Kassav qui se produit demain, donc au Jardin Botanique. Aujourd'hui, vous marchez avec cette étiquette de légende vivante. Comment vous vivez cela? Les gens aiment beaucoup donner des titres ou des noms. C'est vrai que Kassav, puisque c'est un groupe qui est quand même assez lourd, qu'on est un des rares groupes à avoir tenu 30 ans ensemble et à continuer à être sur les routes ensemble, parce que 9 fois sur 10, au bout de 10 ans, certains s'essoufflent, ou 20 ans. Et là, on a réussi en plus à réunir Martinique et Guadeloupe. C'est vraiment un exploit. Et l'Afrique peut-être même encore. Et l'Afrique aussi, oui, tout à fait. En plus, on a traversé tous les continents, puisqu'on est allé, on a fait presque toute l'Afrique, le Japon, les États-Unis, l'Amérique du Sud, toute la Caraïbe. On est allé aux Seychelles, en Nouvelle-Calédonie et compagnie. Donc moi, Tahiti. Donc je veux dire, c'est quand même assez exceptionnel comme vie. On ne nous a pas encore donné la notoriété qu'a Bob Marley, mais ça va peut-être arriver un jour. Oui. Légende vivante aujourd'hui, c'est lui reporté comme... C'est-à-dire que, en fait, moi je dis pas qu'on est une légende vivante, ce sont les gens qui disent ça. Bien sûr. J'écoute, mais je me dis... Mais comment ça se vit ça? Moi je me dis, on est vivant, les histoires de légendes, j'écoute, mais enfin bon. J'essaie de ne pas me laisser impressionner par ça. D'accord. C'est quand même vérifié parce que si on fait quelques pas sur le boulevard, c'est sûr que vous allez avoir plein de monde autour de vous. Oui, on a la chance d'avoir une notoriété, c'est vrai que on a la chance d'avoir fait une musique qui arrive à réunir plein de gens de plein d'endroits différents. Donc c'est sûr, ça fait plaisir de voir ça dans notre vivant. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même que la musique en général, c'est symbolisé par des gens qui ont fait des choses extraordinaires et puis c'est été reconnu 200 ans après. Donc on a la chance quand même de voir ça dans notre vivant. Et dire demain, ça va être un gros répertoire souvenir, certainement. Il y aura des chansons souvenirs. De toute façon, il y a des incontournables. Parce que si on fait un concert, par exemple, sans Zoukla, c'est le médicament Monouni, mais on est lynché à la fin. Voilà, donc les grands classiques seront présents. Et puis il y aura quelques nouveautés ou des choses un peu moins connues. Parce que il faut aussi faire découvrir les autres chansons. On s'est pas arrêté en 80. Nous, on a continué à faire des disques jusqu'à l'an dernier, d'ailleurs, en 2013. Parce qu'on a un album qui s'appelle Songer, qui est sorti un peu de temps avant le dernier Zénith qu'on ait fait l'année dernière. Donc voilà. C'est qui faisait disque d'or. Et aujourd'hui, vous vous sentez plus axé sur la nouvelle génération ou l'ancienne génération, Jacob? Non, on voit pas ça comme ça. C'est-à-dire que nous, on fait de la musique. Voilà. Quand on voit nos concerts, par exemple, on voit des gens qui ont 5 ans, 10 ans, qui sont venus avec leurs parents, leurs grands-parents, etc. Moi, je trouve ça bien. Plutôt que s'axer sur une génération, et puis que cette génération-là, une fois qu'elle devient adulte, elle passe à autre chose parce qu'elle a besoin de gagner sa vie, qu'elle a d'autres préoccupations. Nous, on a des gens qui sont fidèles depuis 35 ans. Donc le groupe existe. Et au fur et à mesure, il y en a d'autres qui arrivent. Jocelyne, une réaction dessus? Non, moi je suis d'accord avec Jacques. Bien sûr. La musique n'a pas d'âge. Je crois qu'on est toujours... comme je vous dis, c'est toujours une histoire d'étiquette. Je crois qu'il y a certaines personnes qui donnent l'habitude aux autres de créer des tiroirs. Alors on met ça là, et puis ça, ça date d'il y a 10 ans, donc c'est pas machin. Non, moi je crois que la musique, c'est quelque chose qui élève l'âme. Même si ça a été fait il y a 400 ans, je veux dire, si c'est beau, allons-y, c'est tout. Donc, si c'est il y a 30 ans, 10 ans, 2 mois, le morceau est beau, il faut l'écouter, il faut s'en abreuver, voilà. On va peut-être, avant de s'intéresser à l'aspect purement technique du concert de demain, on sait qu'il y aura du live, forcément, nous intéresser sur votre secret de longévité, Jocelyne Berroir. Beaucoup vous ont vu naître, sont repartis même dans l'au-delà, mais vous restez la même, c'est-à-dire au niveau de la voix et peut-être même au niveau de la scène. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous soyez aussi pétillante après autant d'années? Je crois que
j'aime ce que je fais. J'aime ce que je fais. J'ai eu la chance de rencontrer mes comparses qui ont le talent qu'ils ont, qui m'ont offert du matériel, et j'ai toujours du plaisir à chanter les chansons que je chante. Donc je crois que quand on est bien avec les gens qui nous entourent, quand on aime ce qu'on fait, qu'on chante des chansons qu'on aime, dans lesquelles on est à l'aise et compagnie, on peut les chanter ad vitam aeternam. Maintenant, bon, la question physique, c'est de toutes les façons un truc d'entretien normal, quoi. Mais bon, l'hygiène de vie. Je ne crois pas. Oui, il y a une hygiène de vie, mais je ne crois pas être particulièrement exceptionnelle. Je connais des femmes qui ont quelques années de plus que moi et qui font des kilomètres tous les jours pour vendre leur poisson, ou tout simplement pour les faire, les kilomètres, quoi, tout simplement parce qu'elles marchent. Donc bon, j'essaye de me maintenir en forme et compagnie, mais je sais que mon corps de temps en temps me rappelle que bon, j'ai plus 20 ans. Voilà, donc c'est pas un secret, ça se voit, et puis c'est normal. Et donc je vais me calmer au fur et à mesure. Pour le moment, j'ai encore l'énergie, donc on y va. On vous aime comme ça, on vous aime comme ça. Voilà. Alors l'aspect purement technique du concert, c'est du live forcément. Oui. On a regardé les 30 ans de Kassav en France, on va pas être forcément au Stade de France. Au Stade de France, oui. Ce sera pas aussi grand, parce que bon, le Stade de France, c'est un stade. Le concert de demain, il y aura, je crois, il y aura des tables avec des gens qui seront assis jusqu'à ce qu'on arrive. D'accord. Une fois qu'on va être arrivé, on va négocier ça autrement, on va voir, parce que bon, l'intérêt aussi de venir voir Kassav, c'est pas de rester assis comme ça, de regarder comme si c'était de la musique classique. Voilà, bon, donc c'est quand même de participer et de transpirer un peu. Donc il faut que les gens soient prévenus quand même. Je préfère que ce soit clair dès le départ, quoi. D'accord. Bon, il y a aussi une chose, comme on nous pose souvent la question, je préviens tout de suite, on a écrit peut-être 600 chansons, ou dans ces eaux-là, on va pas jouer les 600 chansons. Parce que sachant qu'après le concert va être super, mais à la fin, il y a toujours quelqu'un qui dit « Oui, mais vous n'avez pas joué telle chanson, et vous vous rendez compte, c'est la chanson sur laquelle j'ai connu ma femme, ou la chanson sur laquelle j'ai fait mes enfants. » On ne pourra pas toutes les jouer. On va en jouer un maximum, mais voilà. Donc il vaut mieux que les gens soient prévenus et savoir aussi qu'ils vont faire du sport. Donc rendez-vous demain, Jardin Botanique, dès 20h. Et venir habiller comment vous souhaitez qu'on vienne? On peut venir habiller en smoking, en short, comme ils veulent, comme ils sentent. Oui, il y a des chaises sur lesquelles on peut déposer la veste du smoking, de toute façon. On peut mettre les talons aussi sous la chaise pour ne pas monter dessus quand on va sauter, quoi. Voilà. On vient comme on veut. Étant la seule dame du plateau, vous avez le dernier mot? Je vais compléter, Jacob. Je veux dire, venez simplement passer un superbe moment avec nous. Soyez en forme. On va tâcher de l'être autant que vous. Voilà. Merci. Donc, Kassav demain, Jardin Botanique, 20h. Le rendez-vous est pris. Merci. Blandine, c'est à vous. Merci Yves. Et pour boucler ce journal, cet incendie dans la ville de Boué, dans le Goué-Vindo, incendie dans la nuit d'hier à aujourd'hui, incendie au cours duquel notre collègue, la monteuse Nikez Mengue, a perdu 2 de ses petits-fils. Le directeur général David Elamitsa et tout le personnel de Gabon Télévision se joignent à moi pour présenter à Nikez Mengue toutes nos condoléances les plus attristées. Je vous laisse à présent suivre l'intégralité du discours du ministre Brigitte Mba-Anguillet en prélude à la célébration demain samedi 8 mars de la Journée internationale de la femme. Excellente soirée à tous et à demain 20h. Bonsoir.